Bonjour. Alors, il n'est pas rare quand on manage les datas d'une base de données que l'on ait besoin de lister dans une zone de liste, modifiable ou non, d'un formulaire, les items d'un champ de données de la base de données, et puis tant qu'à faire, bien sans doublon, et puis dans un ordre alphabétique. Alors je vous propose dans ce nouvel épisode d'étudier 4 fonctions Excel OneClick qui vont faire le job et que vous pourrez utiliser dans les cas similaires. Alors à partir d'un champ de données, chargez une combo box et une list box sans doublon et puis trier par ordre alphabétique. Ouvrez un nouveau fichier Excel et sauvegardez-le sous le nom de combo box listbox.xlsm. Créez une feuille nommée source et puis créez une liste quelconque avec des doublons dans un ordre alphabétique aléatoire. Pour ma part, j'ai choisi une liste de prénoms avec un titre de colonne que j'ai appelé surname dans le range B4 et puis une liste de prénoms du range B5 à B52. Alors, le nombre de lignes n'a aucune importance, le nombre de prénoms n'a pas d'importance non plus, ainsi que le nombre de doublons n'a aucune espèce d'importance. La seule contrainte, pas de cellules vides dans la liste. Alors pour ceux qui travaillent sur Office Insider Windows 365, vous avez une fonction qui permet d'établir une liste sans doublons à partir d'un champ de données qui lui pourrait contenir des doublons. C'est la fonction unique. Si dans la cellule D5, vous faites appel à la fonction unique qui aura pour argument la collection range de votre liste contenant des doublons, vous obtiendrez votre liste sans doublons. Si vous souhaitez trier cette liste sans doublons, vous pouvez utiliser la fonction imbriquée trier qui aura donc pour argument la fonction unique qui aura elle-même comme argument l'adresse de votre champ de données. Avec dans la cellule F5, trier, ouvrez la parenthèse, unique, ouvrez la parenthèse, et pour ma part, donc B5 B52, qui est mon champ de données, pour obtenir donc la liste sans doublons triée par ordre alphabétique. Alors, nous allons créer deux petits formulaires, l'un avec une combo box et l'autre avec une list box. Nous allons voir comment charger et trier une combo box et une list box à partir d'un champ de données sans doublons. Dans la feuille source, nous avons une liste de prénoms avec des doublons. Donc, créez un petit user form que vous nommerez UF Combo Box. Ajoutez un bouton nommé CMD Cancel que l'on utilisera pour fermer le formulaire. Ajoutez une combo box, qu'on appelle aussi en français une zone de liste modifiable, que vous nommerez CB surname et que l'on chargera dans l'ordre alphabétique avec tous les prénoms présents dans la liste mais sans doublon. Créez un deuxième petit user form que vous nommerez UF List Box. Ajoutez un bouton nommé Cancel, que l'on utilisera donc pour fermer le formulaire, et puis ajoutez également une list box ou zone de liste en français, que vous nommerez LST surname et que l'on chargera dans l'ordre alphabétique avec tous les prénoms présents dans la liste sans doublon. Vous allez créer deux modules. Pour ma part, j'en ai nommé un MD10 commande et un deuxième MD10 fonction X1C IG. IG, pourquoi? Parce que interface graphique, donc des fonctions qui sont liées à l'interface graphique de la console VBA. Si vous suivez ma chaîne YouTube, vous savez que je place dans le module MD10 commande le code de tous les boutons de commande du classeur. Dans le module MD Function, nous allons développer les fonctions qui nous intéressent. Étudions dans un premier temps comment charger la combo box avec notre liste sans doublon triée dans notre feuille Excel. Dans le module du formulaire UF Combo Box, déclarons une private sub que l'on va appeler load CB surname, donc charger la combo box qui s'appelle CB surname. Nous allons déclarer trois variables objets. WS as worksheet, notre feuille de travail contenant notre liste issue de la fonction imbriquée trier unique. RG as range, le champ de données contenant notre liste triée sans doublon. MyCell as range, qui sera la cellule en scrutation dans une boucle qui va scruter donc toute la collection range de notre objet RG. Attribuons à notre variable objet WS
la feuille de travail source. Donc on fera set WS égale worksheets, donc au pluriel, la collection des feuilles de classeur, je vous rappelle, et entre parenthèses et entre guillemets, source. Attribuons à notre variable objet range, RG, le champ de données de notre liste triée sans doublon, qui est donc dans notre feuille source. Ne sachant pas très bien le numéro de la dernière ligne de notre champ de données, nous allons le rechercher. Un champ de données, je vous rappelle, une collection range est définie par deux adresses. La première adresse, eh bien, c'est le champ qui est en haut à gauche, et puis la dernière adresse, c'est le champ qui se trouve en bas à droite. Bon, ici, nous n'avons qu'une seule colonne. La première adresse sera ws.cells 5,6, c'est-à-dire la ligne 5 et la colonne 6. Nous allons devoir rechercher la dernière adresse de notre champ de données. Le numéro de ligne sera égal à la propriété .row de la dernière cellule de notre champ de données. Donc ça va être ws.cells, ouvrez la parenthèse, 5,6, donc c'est la première cellule du champ de données, .n xldown, on va descendre jusqu'à temps de trouver la dernière ligne de notre tableau qui aura une valeur, et on prendra la propriété .row pour connaître son numéro de ligne. La colonne bien, sera toujours la colonne 6. Nous allons donc pouvoir attribuer à notre variable objet RG la collection range en faisant set RG égale ws.range, donc première adresse ws.cells 5,6, virgule, deuxième adresse ws.cells, numéro de ligne, eh bien ws.cells 5,6.n xldown.row et numéro de colonne 6. Initialisons une boucle for each sur notre collection range RG. For each myCell in RG, donc pour chaque cellule de notre collection range. Nous allons ajouter un item qui sera égal au contenu de la cellule en scrutation. On peut donc dire uf combobox.cb sur name.addItem myCell.value. Donc uf combobox, c'est le nom de notre formulaire, cb sur name, c'est le nom de notre combobox. La méthode, ça va être addItem, pour ajouter un item à cette combobox, et puis la valeur de cet item, c'est myCell.value. Donc la cellule en scrutation dans notre boucle. Notre sub déclaré privé est développé dans le module privé du userForm, et on pourra simplifier le code par mi.cbsurname.addItem myCell.value. Mi correspondant à l'objet userForm dans lequel nous sommes en train de développer du code, et cb sur name est bien le nom de notre control box, notre combo box, donc qui s'appelle cb sur name. Alors n'oublions pas notre marqueur de fin de boucle, next myCell, et puis n'oublions pas non plus de libérer notre mémoire des objets que nous avons attribués à nos variables objets, donc setWS égale nothing, setrg égale nothing, et puis il ne restera plus qu'à faire appel à notre private sub dans la private sub initialize de notre formulaire. Alors, dans notre projet VBA, dans notre console VBA, vous allez sélectionner userForm dans la liste de choix en haut à gauche, et puis initialize dans la liste déroulante en haut à droite. Donc c'est la liste des événements. Pour ceux qui découvrent les formulaires, eh bien, la private sub initialize est une procédure particulière qui sera automatiquement lancée à l'ouverture du formulaire. Dans cette private sub initialize, eh bien, on fera un nettoyage de notre combo box avec la ligne de code mi.cbsurname.clear. Puis, dans le bloc suivant, eh bien, on fera appel à notre procédure load cbsurname. L'appel d'une procédure peut se faire par la commande call, mais cette commande est implicite et donc pas forcément obligatoire. Dans le module mddisCommand, eh bien, on fera appel à notre formulaire avec le code ufcombobox.show. Un formulaire peut être ouvert dans deux modes différents, le mode showModal égale false ou showModal égale true. Ce mode showModal, j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, est en fait une propriété du formulaire. Et par défaut, cette propriété est true. Le fait que cette propriété soit réglée sur true imposera de fermer le formulaire pour continuer à travailler avec Excel ou pour ouvrir un autre formulaire. Alors cette propriété réglée sur false eh bien, vous permettra d'afficher d'autres formulaires ou de continuer à travailler dans votre classeur ouvert. Deux possibilités sont offertes pour passer votre formulaire en mode non modal, c'est-à-dire en mode showModal égale false,
Pour cela, on peut régler la propriété showModal sur false dans les propriétés du formulaire, ou bien faire appel à notre formulaire avec la commande uf_combobox.showFalse ou uf_combobox.show0. Restons en mode showModal égale true pour le moment, et nous verrons plus tard, avec notre deuxième formulaire, la différence entre ces deux modes. Étudions dans un deuxième temps comment charger la listbox avec notre liste sans doublon, donc triée dans notre feuille Excel qui est la feuille source. Dans le module du formulaire uflistbox, eh bien, déclarons une private sub que nous allons appeler load lst sur name. Nous allons déclarer deux variables objets, comme tout à l'heure, et puis une variable numérique entière, donc un entier, un integer, qui correspondra au numéro d'indice de la listbox. Donc WS as worksheet, notre feuille de travail contenant notre liste issue de la fonction imbriquée triée unique. RG as range, champ de données contenant notre liste triée sans doublon. L as integer, qui correspondra au numéro d'indice ou d'index de ligne de la listbox, le premier indice ou premier index d'une listbox étant 0. Attribuons à notre variable objet WS notre feuille de travail source en faisant set WS égale worksheets avec un S et entre parenthèses, entre guillemets, source qui est la propriété même de notre objet WS, donc notre feuille source. Attribuons à notre variable objet range RG le champ de données de notre liste triée sans doublon. Donc comme tout à l'heure, eh bien, nous allons pouvoir écrire set RG égale WS.range, première adresse WS.sales 5,6, deuxième adresse WS.sales, numéro de ligne ça va être WS.sales 5,6.n_xl_row et le numéro de colonne ce sera 6. Initialisons une boucle for next de 1 jusqu'au nombre de cellules de notre collection range. Donc on va pouvoir écrire for L égale 1 to rg.count. Donc de 1 au nombre de range que nous avons dans notre collection range. Si nous voulions être plus rigoureux et puristes, nous pourrions écrire for L égale 1 to rg.rows.count. Appliquer la méthode count à la collection rows de notre objet range, RG. Notre objet collection range RG ne comportant qu'une colonne, eh bien nous pouvons écrire for L égale 1 to rg.count. Nous allons ajouter un item à notre listbox. Alors il faut savoir qu'on ne peut pas, dans un même bloc, ajouter un item et son contenu à une listbox. Il faudra, dans un premier bloc, ajouter un item par la commande me.lstsurname.addItem. Et dans un deuxième bloc, ajouter le contenu de cet item dans la listbox à l'indice de ligne et à l'indice de colonne de notre listbox. Pour information, une listbox peut avoir jusqu'à 10 colonnes, des indices de colonnes allant de 0 à 9. La première ligne et la première colonne ont l'indice 0. Si la première ligne et la première colonne d'une listbox ont comme indice 0, la première ligne et la première colonne du collection range ont l'indice 1. Donc on pourra écrire me.lstsurname. Donc la propriété .list de notre listbox, ça sera L-1, c'est-à-dire 0, la première ligne de notre listbox, virgule 0, la première colonne de notre listbox, mais de toute façon nous n'avons qu'une colonne, égale RG, L étant égal à 1 dans notre première boucle, donc la première ligne de notre champ RG, de notre collection range RG, et puis virgule 1, la première colonne de notre collection range RG. Alors on n'oubliera pas notre marqueur de fin de boucle, next, et puis on n'oubliera pas non plus de libérer notre mémoire des objets que nous avons attribués à nos variables objets. Set WS égale nothing, set RG égale nothing. Maintenant, il ne nous restera plus qu'à faire appel à notre private sub dans la private sub initialise de notre formulaire. Revenons dans notre console VBA et puis on va sélectionner dans la liste déroulante en haut à gauche User Form et puis dans la liste déroulante en haut à droite, donc la liste des événements, eh bien l'événement Initialize. Dans cette private sub initialize, eh bien, on va faire un nettoyage de notre listbox avec la ligne de code me.lstsurname.clear et puis on fera appel à notre procédure avec la commande load lstsurname. Alors on pourrait aussi écrire call load lstsurname.
Dans le module MD10 commande, on fera appel à notre formulaire avec le code uf-listbox.show. Un formulaire, comme je l'ai dit tout à l'heure, donc peut être ouvert dans deux modes différents, le mode showModal égale false et le mode showModal égale true. Ce mode showModal est en fait une propriété du formulaire et donc par défaut, cette propriété est réglée sur true. Le fait que cette propriété soit réglée sur true imposera de fermer le formulaire pour continuer à travailler avec Excel ou pour ouvrir un autre formulaire. Alors cette propriété réglée sur false vous permettra d'afficher d'autres formulaires ou de continuer à travailler dans votre classeur Excel. Deux possibilités sont offertes pour passer votre formulaire en mode non modal. La première solution, c'est de régler la propriété showModal sur false dans les propriétés du formulaire, ou bien faire appel à votre formulaire avec la commande uf-combobox.show-false ou uf-combobox.show-0. Donc nous allons voir ça tout de suite. Nous avons vu comment charger une combo box et une listbox avec une simple liste préalablement retravaillée dont on a supprimé les doublons et que l'on a trié par ordre alphabétique avec la fonction Excel imbriquée trier unique. Nous allons étudier 4 petites fonctions Excel OneClick génériques pour faire ce même travail à partir d'un champ de données non trié et comportant donc des doublons. Pour notre exemple, nous prendrons la liste de prénoms colonne B de notre feuille source. La démarche va consister à charger notre combo box ou notre listbox pour ensuite trier les items qu'elles contiennent. Alors commençons par développer la fonction qui nous fera le tri par ordre alphabétique des items de la combo box. Développons une première fonction x1c sortCB dont l'argument CB sera un contrôle combo box. Ce contrôle qui a pour nom msform.combobox, comme tous les contrôles de formulaire, fait partie de la bibliothèque de référence Microsoft Forms 2.0 Object Library. Il faut savoir que dès lors où vous insérez un formulaire dans votre projet VBA, cette bibliothèque de référence, que l'on appelle aussi bibliothèque de classe, sera automatiquement activée. Je vous rappelle que, par défaut, à l'ouverture d'un classeur vierge, seulement 4 bibliothèques de classe sont activées par défaut. Donc vous avez la bibliothèque Visual Basic for Application, on peut dire que c'est l'interface du langage VBA avec Windows. Ensuite, Microsoft Excel 16.0 Object Library, c'est la bibliothèque des objets Excel. La bibliothèque OLE Automation, donc ça permet la communication entre les différents processus. Microsoft Office 16.0 Object Library, donc c'est la bibliothèque des applications de la suite Office de Microsoft, donc Word, Excel, Access, PowerPoint, Outlook, OneNote, OneDrive et Teams. Alors je m'égare un peu, tout ceci pour votre information, mais bon, revenons à nos moutons. Alors cette fonction que nous allons développer nous permettra de trier par ordre alphabétique les items d'une combo box. C'est la fonction x1c086 de la toolbox Excel OneClick. Alors cette fonction n'aura qu'un seul argument, CB, c'est le nom d'une combo box héritée d'un user form. Dans notre exemple, uf-combobox.cbsurname. Déclarons deux variables numériques de type long, i et j, qui seront les index de la combo box, et item, une variable string qui sera le contenu des index de la combo box. Donc le prénom correspondant à un élément de la liste indexée dans la combo box. De l'index i égale 0 à l'index le plus grand, c'est-à-dire le nombre d'index moins 1, puisque le premier aura l'index 0, nous allons imbriquer une deuxième boucle de l'index j égale i à l'index le plus grand. Si le contenu correspondant à l'index j est inférieur au contenu correspondant à l'index i, alors on procédera au classement alphabétique en testant chaque item les uns avec les autres. Alors conservez cette petite fonction, elle pourra être utile pour trier une liste par ordre alphabétique. Revenons dans notre private sub initialize de notre formulaire uf-combobox pour faire appel à notre fonction x1c sortCB. Après avoir fait appel au chargement de la combo box, nous allons faire appel à notre fonction x1c sortCB qui aura donc pour argument le nom hiérarchisé de notre combo box msform.combobox.
Et on pourra écrire x1c sort cb, espace, donc mi.cb sur name. Mi étant notre formulaire et cb sur name le nom de notre combo box. Alors nous allons maintenant étudier comment charger notre combo box sans doublon et sans avoir besoin de passer par une étape intermédiaire avec la fonction unique. Alors pour charger la combo box sans doublon, j'en ai déjà parlé dans des épisodes précédents, on va utiliser la référence qui s'appelle Scripting Dictionary. La méthode consiste à créer une liste en ajoutant des items et en contrôlant que les items que l'on souhaite donc ajouter ne sont pas déjà présents dans la liste que nous sommes en train de créer. Alors nous allons faire tourner une boucle sur chaque cellule de notre champ de données, placer le contenu de chaque cellule dans un dictionnaire en vérifiant que le contenu de cette cellule n'est pas déjà connu du dictionnaire. Alors on va étudier la fonction x1c032, elle se nomme x1c fill and sort combo box et utilise donc 5 arguments. L'argument 1, cb as msform combo box. Alors une variable objet à laquelle est attribué le nom de la combo box uf combo box.cb sur name. Alors uf combo box, c'est le nom de notre formulaire et .cb sur name le nom de notre combo box. Mais on pourra dire aussi mi.cb sur name puisque nous développons donc cette procédure dans le code de notre formulaire. Argument 2, WSAstring, une variable de type chaîne de caractères qui contiendra le nom de la feuille de travail contenant le champ de données à charger. Alors la convention Excel OneClick, je le rappelle, utilise WSF signifiant worksheet from. L'argument 3, rasLong, une variable numérique entière dans laquelle sera chargée la première ligne du champ de données à charger dans notre combo box. L'argument 4, casLong, une variable numérique entière dans laquelle sera chargé le numéro de la colonne du champ de données à charger dans notre combo box. Enfin, un dernier argument, l'argument 5, isLask, une variable optionnelle booléenne qui, réglée sur true, permettra de faire un tri par ordre alphabétique des items qui seront chargés dans la combo box, en faisant tout simplement appel à la fonction x1c sort cb que nous venons de développer précédemment. Alors dans toutes les fonctions Excel OneClick, vous trouverez en commentaire la signification des arguments de la fonction. Et si vous développez vos propres fonctions, je vous invite à en faire autant. Cela permet de comprendre la logique du programmeur. Cela vous sera très utile pour vous remémorer votre logique le jour où vous aurez besoin de revenir dans votre fonction, mais surtout pour ceux qui pourront reprendre vos projets pour les faire évoluer. Nous allons déclarer plusieurs variables locales avec l'instruction dim. Et nous allons utiliser une référence faisant appel à un dictionnaire, donc c'est la référence Scripting Dictionary. Pour faire appel à cette référence, nous pouvons utiliser deux méthodes. La méthode letBinding, en français liaison retardée, ou earlyBinding, en français liaison anticipée. Pour utiliser cette référence en liaison anticipée, ou earlyBinding, il va falloir activer la bibliothèque de référence Microsoft Scripting Runtime, qui n'est pas activé par défaut. Alors je vous rappelle que cette référence se trouve dans le menu Outils, Références, et la case à cocher, donc ce sera Microsoft Scripting Runtime. Dans ce cas, on déclarera notre variable par la commande dim dic as Scripting Dictionary. Si nous souhaitons utiliser cette référence en liaison retardée, nous n'aurons pas besoin d'activer la bibliothèque de référence Microsoft Scripting Runtime, mais nous ne pourrons pas bénéficier de tous les avantages de la liaison anticipée, ce qui, dans notre cas, n'a pas vraiment une grande importance. Dans ce cas, on déclarera notre variable comme un objet quelconque par la commande dim dic as object. Alors c'est l'exemple que nous allons utiliser. Donc dim dic as object, une variable objet qui nous servira à créer un dictionnaire Scripting Dictionary. MyCell as range, une variable objet range qui sera chargée avec la cellule en scrutation dans une boucle for each. WS as worksheet, une variable objet worksheet qui sera notre feuille de travail source. RG as range, une variable objet range qui sera le champ de données de la liste des prénoms avec ses doublons et non triés.
myVar a string, une variable chaîne de caractères qui sera chargée par le contenu de la cellule en scrutation dans notre boucle for each. Bien, nos déclarations de variables étant faites, nous allons attribuer à notre variable objet WS notre feuille de travail dont la propriété name est égale au contenu de l'argument WSF qui est passé à la fonction. Donc on pourra dire set WS égale worksheets avec un S et entre parenthèses notre argument WSF. Nous allons attribuer à notre variable objet RG la collection range de notre champ de données contenant tous nos prénoms. Donc on va faire set RG égale ws.range. Notre objet RG sera un range qui sera défini donc avec deux adresses, la première cellule se situant à la ligne 5 et à la colonne 2. La ligne 5 et la colonne 2 sont contenus dans les arguments qui sont passés à nos fonctions et qui sont les arguments R et C. Donc on pourra écrire set RG égale ws.range dont la première adresse sera ws.sales r,c, virgule, et la deuxième adresse ws.sales. Donc la ligne sera égale à ws.sales r,c.nxl.row. On fait la propriété .row de la dernière cellule de notre champ de données, à condition que nous n'ayons pas de cellule vide dans ce champ de données. Et puis virgule C pour la colonne 2, et on fermera donc les deux parenthèses. Nous allons attribuer à notre variable objet quelconque dic, un objet que nous allons créer avec la référence scripting dictionary de notre bibliothèque. Donc on va pouvoir écrire set dic égale createObjet, entre parenthèses et entre guillemets, scripting.dictionary. Ensuite, nous allons initier une boucle sur toutes les cellules de notre collection range contenues dans notre variable objet RG. Donc for each myCell in RG, autrement dit pour chaque objet range myCell contenu dans la collection range RG, alors on placera tout de suite le marqueur de fin de boucle next myCell. Notre variable string myVar est égale à ws.sales. Le numéro de ligne, eh bien, ça sera le numéro de ligne de la cellule en scrutation, soit myCell.row, et puis le numéro de colonne, eh bien, ça sera la colonne C, donc qui est passée dans l'argument de la fonction. Si le contenu de notre cellule en scrutation, donc myVar, n'est pas connu de notre dictionnaire, alors nous allons l'ajouter à notre dictionnaire en tapant if not dic.exists entre parenthèses myVar then. Et nous placerons immédiatement le code de fin de condition endif. Nous allons ajouter le contenu de notre variable myVar à notre dictionnaire. Pour ajouter un item à un dictionnaire, il faut définir une clé et un item. La clé devant être un élément unique, et c'est avec cette clé qu'il sera possible de retrouver un item donc dans notre dictionnaire. Dans notre cas, nous allons utiliser ce dictionnaire uniquement pour charger notre combo box. Et de ce fait, eh bien, nous n'aurons pas nécessairement besoin de créer une clé. On utilisera myVar pour la clé et puis on utilisera également myVar pour l'item. Et on pourra écrire dic.add myVar, myVar. Donc dic.add ajouté au dictionnaire, la clé on utilisera myVar et puis l'item on utilisera également myVar. Puisque myVar n'est pas connu du dictionnaire, nous allons pouvoir l'ajouter à notre combo box et taper cb.iditem myVar. Dans le cas contraire où myVar est connu du dictionnaire, eh bien, on ne fera rien. DoEvents va permettre au processeur de votre machine de respirer pour pouvoir exécuter d'autres tâches de l'application Excel. Sans ce DoEvent, eh bien, vous ne pourrez pas reprendre la main sur votre application Excel tant que la procédure ne sera pas terminée. Si vous êtes dans une boucle sans fin, par exemple, eh bien, il ne vous restera plus que le contrôle Alt-Sup pour sortir de votre procédure, donc perdre bien tout ce que vous avez développé depuis la dernière sauvegarde. Avec ce DoEven, on pourra, pour exemple, faire un escape qui sera pris en compte lorsque la boucle arrivera sur ce DoEvents. Le DoEvent se trouvant dans la boucle, eh bien, il nous sera possible de sortir de notre procédure sans perdre tout ce que nous avons développé depuis la dernière sauvegarde. Ensuite, si notre argument xlask est réglé sur true, alors on fera appel à la fonction précédente x1c sortcb
dont l'argument est l'objet msform.combobox pour faire le tri alphabétique ascendant des items de la combo box. Enfin, on n'oubliera pas de libérer notre mémoire des objets que nous avons utilisés en faisant set dic égale nothing, set rg égale nothing et set ws égale nothing. Revenons dans notre procédure private user form initialize de notre formulaire, donc CB combo box, pour la modifier. Alors on conservera le code nous permettant de nettoyer notre combo box, donc me.cb sur name.clear. Puis on fera appel à notre fonction x1c fill and sort combo box. On fera un espace pour afficher l'aide nous permettant de renseigner les arguments de la fonction. cb as msform.combobox, bien ce sera me.cb sur name. ws avec le dollar voulant dire astring, donc ça sera source, entre guillemets, le nom de notre feuille de travail. Alors pour être puriste, je dirais la propriété name de notre objet worksheet contenant notre champ de données avec tous les prénoms. R, la ligne de la première cellule de notre liste de prénoms, donc 5. C, la colonne de notre liste de prénoms, la colonne 2. Et notre argument optionnel, xlask, en le plaçant cet argument à true, eh bien, on fera appel à notre fonction x1c sortcb. Nous pourrons en profiter pour coder notre bouton cancel en faisant un double-clic sur sa représentation graphique dans notre formulaire, et puis coder l'événement clic de ce bouton avec me.hide pour cacher donc le formulaire et unloadMe pour décharger le formulaire. Nous avons vu comment trier une combo box, nous allons voir comment trier une listbox. Alors, il n'y a que très peu de différence. Pour votre information, il faut comprendre en langage VBA que l'indice et index veulent dire exactement la même chose. Indice est utilisé parfois en français et index toujours en anglais. D'ailleurs, en langage VBA, on parle de propriété liste-index et non de liste-indice. J'utilise volontairement les deux termes puisque vous pourrez, je pense, les rencontrer lorsque vous ferez des recherches sur les sites spécialisés des développeurs. Alors développons la fonction x1c sort lst, dont l'argument lst sera un contrôle listbox. Cette fonction nous permettra de trier par ordre alphabétique les items d'une listbox. C'est la fonction x1c086.1 de la toolbox xl1click. Déclarons trois variables, i et j, qui seront les indices de la listbox, et puis item, une variable string, qui sera le contenu des items de la listbox, en fait le prénom correspondant à un élément de la listbox indexé dans la listbox. Donc c'est un peu comme la combo box. Donc de l'indice, toujours pareil, de l'indice i égale 0 à l'indice le plus grand, c'est-à-dire le nombre d'indices moins 1, puisque le premier aura l'index 0, nous allons imbriquer une deuxième boucle de l'indice j égale i à l'indice le plus grand. Et si le contenu correspondant à l'indice j est inférieur au contenu correspondant à l'indice i, alors eh bien, on procédera au classement alphabétique en testant chaque item les uns avec les autres. Donc vous conserverez cette petite fonction, eh bien, elle pourra vous être très utile pour trier une liste par ordre alphabétique. Nous allons maintenant étudier comment charger notre listbox sans doublon et sans avoir besoin de passer par une étape intermédiaire avec la fonction unique. Pour charger la listbox sans doublon, eh bien, nous allons, comme précédemment, utiliser la référence scripting.dictionary. La méthode consiste à créer une liste en ajoutant des items et en contrôlant que les items que l'on souhaite ajouter à cette liste eh bien, ne sont pas déjà présents dans la liste que nous sommes en train de créer. Nous allons faire tourner une boucle sur chaque cellule de notre champ de données, placer le contenu de chaque cellule dans un dictionnaire en vérifiant que le contenu de cette cellule n'est pas déjà connu du dictionnaire. Donc étudions la fonction x1c032.1, elle se nomme x1c fill and sort listbox et utilise donc 5 arguments. Argument 1, lst as msform.listbox, donc une variable objet à laquelle est attribué le nom de la listbox, uf listbox.lst sur name. Alors je rappelle uf listbox pour le nom du formulaire et puis .lst sur name pour le nom de notre listbox. Mais on pourra également écrire me.lst sur name, me représentant en fait le formulaire dans lequel nous sommes en train de coder. L'argument 2,
WS_string, une variable de type chaîne de caractères qui contiendra le nom de la feuille de travail contenant le champ de données à charger. La convention Excel OneClick, je le rappelle, utilise WSF, signifiant Worksheet From. L'argument 3, R, asLong, une variable numérique entière dans laquelle sera chargée la première ligne du champ de données à charger dans notre listbox. L'argument 4, C, asLong, une variable numérique entière dans laquelle sera chargé le numéro de la colonne du champ de données à charger dans notre listbox. Enfin, l'argument 5, XLAsk, une variable optionnelle booléenne qui, réglée sur true, permettra de faire un tri par ordre alphabétique des items qui seront chargés dans la listbox en faisant tout simplement appel à la fonction x1c sortLST que nous avons développée précédemment. Alors, dans toutes les fonctions Excel OneClick, je le rappelle, vous trouverez en commentaire la signification des arguments de la fonction. Et si vous développez vos propres fonctions, eh bien, je vous invite à en faire autant. Cela permet de comprendre la logique du programmeur. Nous allons déclarer plusieurs variables locales avec l'instruction dim. Nous allons utiliser une référence faisant appel à un dictionnaire, c'est la référence scripting.dictionary. Comme je l'ai signalé précédemment, pour faire appel à cette référence, nous pouvons utiliser deux méthodes. La méthode letBinding, en français liaison retardée, et earlyBinding, en français liaison anticipée. Pour utiliser cette référence en liaison anticipée ou earlyBinding, eh bien, il va falloir activer la bibliothèque de référence Microsoft Scripting Runtime qui n'est pas activée par défaut. Alors je vous rappelle que l'on peut activer cette référence avec le menu Outils référence et cocher la case donc Microsoft Scripting Runtime. Dans ce cas, on déclarera notre variable par la commande dim_dic as scripting.dictionary. Si nous souhaitons utiliser cette référence en liaison retardée, eh bien nous n'aurons pas besoin d'activer la bibliothèque de référence Microsoft Scripting Runtime, mais nous ne pourrons pas bénéficier de tous les avantages de la liaison anticipée, ce qui dans notre cas n'a pas vraiment une grande importance, comme nous l'avons fait pour la combo box. Dans ce cas, on déclarera notre variable comme un objet quelconque par la commande dim_dic as object. C'est l'exemple d'ailleurs que nous allons utiliser. Donc dim_dic as object, une variable objet qui nous servira à créer un dictionnaire scripting.dictionary. Alors point ou dot en anglais. MyCell as range, une variable objet range qui sera chargée avec la cellule en scrutation dans une boucle for each. WS as worksheet, une variable objet worksheet qui sera notre feuille de travail source. RG as range, une variable objet range qui sera le champ de données de la liste des prénoms avec ses doublons et non triés. MyVar as string, une variable chaîne de caractères qui sera chargée par le contenu de la cellule en scrutation dans notre boucle for each. Et puis L as integer, une variable que l'on utilisera pour définir les indices de ligne de notre listbox. Nous allons attribuer à notre variable objet WS notre objet feuille de travail dont la propriété name est égale au contenu de l'argument WSF. Et on pourra écrire set WS égale worksheets avec un S et l'argument de la fonction WSF, en fait, qui est notre feuille de travail source. Nous allons attribuer à notre variable objet RG la collection range de notre champ de données contenant tous nos prénoms. Donc set RG égale ws.range, dont la première adresse sera ws.sales r,c, virgule, la deuxième adresse ws.sales, dont la ligne sera ws.sales r,c.end xl.row, et puis la colonne C, donc, qui est passée par notre argument. Nous allons attribuer à notre variable objet quelconque dic un objet que nous allons créer avec la référence Scripting Dictionary de notre bibliothèque. Et on pourra écrire set dic égale createObject, entre parenthèses et entre guillemets, scripting.dictionary. Ensuite, nous allons initier une boucle sur toutes les cellules de notre collection range contenues dans notre variable objet RG.
donc for each myCell energy, autrement dit pour chaque objet range myCell contenu dans la collection range RG. Et on placera tout de suite le marqueur de fin de boucle next myCell. Notre variable string myvar est égale à ws.cells dont le numéro de ligne sera égal à mycell.row et puis la colonne sera égale à c. Si le contenu de notre cellule en scrutation, donc myvar, n'est pas connu de notre dictionnaire, alors nous allons l'ajouter à notre dictionnaire avec la commande if not dic.exist, entre parenthèses myvar then. Et nous placerons immédiatement le code de fin de condition endif. Nous allons ajouter le contenu de notre variable myvar à notre dictionnaire. Alors je le rappelle, pour ajouter un item à un dictionnaire, il faut définir une clé et un item. La clé devant être un élément unique. Et c'est avec cette clé qu'il sera possible de retrouver un item dans un dictionnaire. Dans notre cas, nous allons utiliser ce dictionnaire uniquement pour charger notre listbox et de ce fait, nous n'aurons pas nécessairement besoin de créer une clé. On utilisera myvar donc pour la clé et puis myvar également pour l'item. Donc on pourra écrire dic.add myvar, donc ajouter un item au dictionnaire dont la clé sera myvar et l'item sera myvar. Puisque myvar n'est pas connu du dictionnaire, nous allons pouvoir l'ajouter à notre listbox. Rappelez-vous que pour ajouter un item à une listbox, il faudra deux blocs. Un premier bloc, lst.addItem, pour préparer l'ajout d'un item, et puis un deuxième bloc pour définir l'adresse de cet item dans notre listbox avec un indice de ligne et un indice de colonne. On pourra écrire lst.list, ouvrez la parenthèse, la ligne, ça sera L, donc qui sera égal à 0 dans la première boucle, et puis la colonne, ça sera 0 puisque nous n'avons qu'une colonne. Et ça sera égal à myvar. Après avoir ajouté un item à notre listbox, il faudra incrémenter l'indice de ligne de la listbox pour pouvoir ajouter un nouvel item au prochain tour dans la boucle. Dans le cas contraire, où myvar serait connu du dictionnaire, on ne fera rien. Je rappelle, doEvents va permettre au processeur de votre machine de respirer pour pouvoir exécuter d'autres tâches de l'application Excel. Sans ce doEvents, vous ne pourrez pas reprendre la main sur votre application Excel tant que la procédure ne sera pas terminée. Si vous êtes dans une boucle sans fin, par exemple, il ne vous restera plus que le CTRL ALT-SUB pour sortir de votre procédure, donc perdre tout ce que vous avez développé depuis la dernière sauvegarde. Avec ce doEvents, on pourra par exemple faire un escape qui sera pris en compte lorsque la boucle arrivera sur ce doEvents. Le doEvents se trouvant dans la boucle, il nous sera possible de sortir de notre procédure sans perdre tout ce que nous avons développé depuis la dernière sauvegarde. Ensuite, si notre argument xlask est true, est réglé sur true, alors on fera appel à la fonction précédente x1c sortLst dont l'argument est l'objet msform.listbox pour faire le tri alphabétique ascendant des items de la listbox. Enfin, on n'oubliera pas de libérer notre mémoire des objets que nous avons utilisés en faisant setDict égale nothing, setrg égale nothing et setws égale nothing. Revenons dans notre procédure private user form initialize de notre formulaire lst listbox pour la modifier. Alors on conservera le code nous permettant de nettoyer notre listbox, donc mi lst sur name.clear. Puis on fera appel à notre fonction x1c fill_and_sort lstbox. On fera un espace pour afficher l'aide nous permettant de renseigner les arguments de la fonction. Donc lst as msform.listbox sera mi.lst sur name. WSF avec le dollar voulant dire string, donc ça sera la feuille source entre guillemets, le nom de notre feuille de travail. Donc pour être puriste, comme je disais tout à l'heure, je dirais la propriété name de notre objet worksheet contenant notre champ de données avec tous les prénoms. R, la ligne de la première cellule de notre liste de prénoms, donc 5. C, la colonne de notre liste de prénoms, c'est-à-dire 2. Et puis notre argument optionnel, xlask. Donc en plaçant cet argument sur true, on fera appel à notre fonction x1c sortLst. Et nous pourrons en profiter donc pour coder notre bouton cancel en faisant un double clic sur la représentation graphique dans notre formulaire et puis coder l'événement clic de ce bouton avec mi.i comme tout à l'heure et unloadMe.
Bien voilà, je vous ai livré donc les petites astuces de ces 4 petites fonctions qui nous simplifient la vie quand on a besoin de charger une combo box ou une list box de une colonne. Donc sachez que Excel One Click propose des formations Excel VBA en visio qui s'adressent aux opérationnels à des coûts donc très compétitifs par rapport à l'offre de l'actuel marché de la formation, des formations sur mesure avec un coach disponible qui sera donc à votre écoute pour vous aider dans vos problématiques. Donc Excel One Click vous propose un coaching individuel pour vous accompagner dans le développement de vos propres projets VBA, ou pour les débutants, des formations sur les fondamentaux de la programmation VBA en petits groupes de 4 à 5 stagiaires afin de pouvoir répondre aux besoins de chacun. La formation Excel One Click ne consiste pas à vous laisser vous dépatouiller avec des vidéos e-learning comme le font malheureusement de nombreux organismes de formation aujourd'hui. Si vous suivez la chaîne YouTube Excel One Click, bien vous avez une bonne idée de ce qu'est la pédagogie, la méthode et l'outil Excel One Click. Et si cette pédagogie vous convient et que vous trouvez un intérêt dans la méthode et l'outil, eh bien sachez que si vous choisissez la formation Excel One Click, eh bien je serai votre coach. Donc pour tout renseignement, vous pouvez vous adresser à formation@excelonclick.com. Alors je le redis chaque fois, mais si vous avez apprécié cet épisode, eh bien n'hésitez pas, abonnez-vous à la chaîne, parlez-en autour de vous. Et puis un petit pouce bleu, à moi, vous savez, ça fait toujours plaisir. Puis ça permet de faire remonter les vidéos dans les algorithmes de YouTube. Activez la cloche, ça vous permettra d'avoir la primeur du prochain épisode. Et puis également, si vous souhaitez qu'un sujet particulier soit traité dans un prochain épisode, eh bien laissez votre sujet dans les commentaires et puis nous essaierons de le traiter ensemble. En attendant, bien portez-vous bien, et puis si vous êtes quelque peu visuel basique, bien je vous dis peut-être ou sûrement à bientôt. Au revoir.